Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, les 7h41, c'est le petit déjeuner politique de Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé et fondateur d'Unilife. Bonjour Philippe Douste-Blazy. C'est sans précédent en France, le rapatriement de Chine de plus de 200 personnes qui vont être donc confinées pendant 14 jours dans un hôtel un peu pension de famille à Carry-le-Rouet près de Marseille. C'est une sage précaution, Philippe Douste-Blazy, vous qui, l'ancien ministre de la Santé, qui aviez géré un épisode de la grippe aviaire, me semble-t-il, en 2004. Oui, je trouve que le ministère de la Santé aujourd'hui, français en tout cas, fait un sans faute. Tout se passe, je trouve, remarquablement. D'abord, il y a eu, et ça il fallait le faire évidemment, les équipes médicales à l'arrivée des passagers de Wuhan jusqu'à ce que les vols soient interrompus. Un site internet que je trouve pédagogique, et puis surtout, ce que nous avions tous mis en place, les uns et les autres, en tant que ministre de la Santé, France Publique, Santé Publique France, avec la possibilité de caractériser les maladies, la conduite à tenir vis-à-vis des cas suspects, la conduite à tenir vis-à-vis des gens contaminés, et bien évidemment le traitement. Il faut savoir qu'en France, depuis 2001, oui, il y a un centre opérationnel vis-à-vis du risque épidémique et biologique. On a fait ça dès 2001 vis-à-vis du risque bioterroriste. Oui. Eh bien, vous avez aujourd'hui un système qui est très très bien fait, avec 16 hôpitaux de référence, où il y a là, pour les malades, oui, un petit couloir, entre le couloir de l'hôpital et la chambre, il y a un espace de pression négative qui permet aux médecins ou aux infirmières qui s'occupent du malade de pouvoir ensuite se déshabiller et de ne pas contaminer le reste de l'hôpital. Et ensuite, il y a 20 autres centres qui sont en attente. Non, je crois que c'est vraiment aujourd'hui bien fait. Ce rapatriement, il est bien fait. La quarantaine, elle est bien décidée. Franchement, moi, je n'ai rien à dire, en tout cas, en tant qu'homme de santé publique. Oui, bon, parce que dans un premier temps, on avait cru que c'était un peu minimisé dans les premières déclarations d'Agnès Buzyn il y a 10 jours, non ? Non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cas. Bon, maintenant, il y en a 7. Enfin, ça reste quand même encore quelque chose de très circonscrit. Non, le sujet a été plutôt entre le 8 janvier, premier cas, et le 20 janvier, au moment où le président Xi Jinping en Chine décide la mobilisation générale, là, c'est le seul sujet au fond, c'est entre le 8 janvier et le 20 janvier en Chine. Oui, et l'OMS, alors, qui a un petit peu tardé aussi à sonner l'alerte, peut-être au niveau international ou pas ? En fait, vous l'avez dit, vous l'avez un peu déploré ce week-end, oui, déjà. Non, enfin, on a un certain nombre d'épidémiologistes à avoir pensé qu'il vaut mieux... Alors, bien sûr qu'il il ne faut pas non plus créer la peur généralisée sur la planète. Donc, on peut comprendre. Simplement, il vaut mieux en faire un peu trop au début, quitte à diminuer l'alerte rapidement, plutôt que donner l'impression qu'il y a des pressions politiques pour que l'OMS fasse tel ou tel... Donc, à l'OMS, on fait de la médecine, et donc la médecine dit qu'il y a aujourd'hui un état d'urgence de portée internationale. Le directeur général de l'OMS, qui a été un ancien ministre tout à fait remarquable d'Éthiopie, a pris la bonne décision, mais il faut s'y tenir. Voilà, on ne fait pas de politique à l'OMS, on fait de la médecine. Et de l'autre côté, est-ce que la Chine peut réussir, elle, à enrayer l'épidémie Bon, moi, je trouve que la Chine, si vous voulez... En fait, en réalité, ce qu'on a vu hier, c'est qu'il y a un bond incroyable dans les chiffres en Chine, puisqu'on est passé pratiquement... on est vraiment à des chiffres vraiment très très élevés. Bon. Donc on est... là, l'université de Hong Kong dit que c'est à peu près, plutôt que 10 000, 10, 40, 50, 60 000. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes contaminées qui n'ont pas été détectées par le système officiel. Deuxièmement, vous avez des gens qui avouent être chez eux en Chine et dire « j'ai la fièvre » ou « je tousse un peu ». Je ne préfère ne pas le dire, parce que si je vais à l'hôpital, alors je vais prendre le virus. Et enfin, dernièrement, c'est le maire de Wuhan qui a quand même avoué qu'avant de communiquer des données dites sensibles, il fallait qu'il appelle le gouvernement de Chine. Donc ça pose un problème. Il y a des pressions politiques qui interviennent, que ce soit effectivement en Chine, que ce soit à l'OMS, vous l'avez évoqué en fait à l'instant. De coup. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait. C'est très simple. Alors, il faut savoir aussi que derrière, il y a, bien sûr, quand même, lorsque l'OMS décide qu'il y a une urgence de portée internationale, ça veut dire que brutalement, il y a beaucoup moins de transport de marchandises, beaucoup moins de transport de personnes, l'économie baisse, les bourses dévissent, tout ça, il y a des conséquences, évidemment. Donc, c'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère, mais ceci étant, je répète, à l'OMS, on fait de la médecine. Bon, on peut continuer aussi quand même de commercer avec la Chine ?
Oui, non, mais bien sûr. Par contre, je comprends très très bien qu'aujourd'hui, British Airways, je comprends que la Lufthansa, je comprends que Air France est diminué et même supprimé. Suspendu des vols, oui, bien sûr. D'abord diminué, puis maintenant suspendu. Je crois ça tout à fait normal. Enfin, je pense que c'est normal de le faire, quitte en février, peut-être première semaine de février, deuxième semaine de février, de réouvrir. Vous savez, on va en avoir pour longtemps de cette épidémie. De cette épidémie. Oui, c'est longtemps parce que, vous comprenez, il y a des choses qu'on commence à connaître de manière assez certaine. C'est le taux d'incubation qui est de l'ordre de, en moyenne, 5-6 jours, en fait, entre 2 et 14 jours. Par contre, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est que, premièrement, est-ce que quelqu'un qui n'a aucun symptôme, pas de fièvre, pas de toux, et qui est contaminé, est-ce qu'il peut donner cette maladie ? Les Chinois disent oui, les Américains disent avoir, on n'a pas prouvé ça. Et puis deuxièmement, c'est le taux de contagion. Il semble qu'il soit assez contagieux, mais pas tant que ça. Donc pas de panique non plus en France. Oui, mais pas de panique. Mais quand vous croisez des Asiatiques et des Chinois qui viennent en fait du pays, forcément, il y a un sentiment dans la rue, on le voit, de début de psychose, quoi. Oui, mais il faut toujours aussi revenir aux choses élémentaires. C'est-à-dire que l'espèce humaine, lorsqu'elle rencontre un virus pour la première fois, n'est pas protégée contre ce virus. Alors, s'il est pas méchant du tout, il semble pas que celui-là soit vraiment très méchant. Le taux de mortalité ne me paraît pas très élevé, c'est entre 2 et 3 pour 1000, alors que le SRAS à l'époque était plutôt à 10 et le MERS, le Middle East, celui du Moyen-Orient de 2012, était à 35. Donc, si vous voulez, là je crois qu'on est vraiment quelque chose qui est pas terriblement... Mais le jour où on aura un virus extrêmement grave, extrêmement dangereux. Mais celui-ci, si jamais on ne réussit pas à le combattre, encore une fois, il semble que le taux de létalité, le taux de mortalité ne soit pas très élevé. Oui, mais est-ce que si on n'arrive pas à le combattre, est-ce qu'il ne peut pas muter d'une manière ou d'une autre et devenir... Voilà, c'est le grand danger. D'accord, mais il faut quand même rassurer ceux qui nous écoutent. Il ne faut pas de psychose aujourd'hui. Manifestement, ce virus n'est pas non plus... Mais imaginez en effet qu'un virus extrêmement grave, avec les millions de gens qui sont dans les avions au moment où on parle, puissent sortir sur la planète, c'est vrai que c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas le cas là. Il y aura plus de morts de la grippe cette année en France que du coronavirus. Oui, c'est vrai. Cela dit, Philippe Douste-Blazy, vous qui travaillez aussi sur la scène internationale avec votre association, vous avez été ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, la mondialisation et l'ensemble en fait des flux aggravent les propagations mondiales, quoi. Et donc, ça veut dire qu'on doit aussi être et renforcer l'ensemble en fait de nos contrôles, quoi. Notamment dans les aéroports et puis dans les ports. Oui, alors les ports, les aéroports, mais il faut savoir qu'un virus, il se transporte de plusieurs manières. D'abord, il y a des virus qui se transportent avec des moustiques. Deuxièmement, il y a des virus qui se transportent avec la nourriture et puis avec des animaux. Par exemple, là, dans le cas particulier, ce dernier coronavirus, on ne sait pas exactement de quel animal il vient. Donc là, il faut aussi le savoir, parce que tant qu'on ne le saura pas, on ne pourra pas enlever le réservoir que représente... Trouver le bon vaccin, quoi, en même temps. Et donc, oui, alors, les Chinois ont beaucoup avancé. Les Chinois ont été très, quand même, je dirais, combatifs et transparents dans cette affaire. Aujourd'hui, on connaît le virus, on l'a caractérisé, et donc, dans quelques mois, il y aura des possibilités vaccinales. Bon, et vous rassurez les gens dans la région de Marseille, notamment à Carry-la-Rouelle, qui sont un peu inquiets en se disant, avec les personnes qui arrivent et qui vont être confinées pendant 14 jours, ça n'était jamais arrivé, autant de personnes. Oui, mais non, il n'y a d'abord aucun risque, parce que ce virus, il se transmet soit par le postillon, donc il faut être à 1 mètre de la personne, ou par les mains. Bon, mais là, ils sont en quarantaine, donc il n'y a absolument aucun risque. D'ailleurs, je signale que les 200 Français qui sont rapatriés sont des gens qui n'ont pas de symptômes, ni de fièvre, ni de troubles respiratoires. Donc, tout porte à penser qu'ils ne sont pas malades. Mais en tout cas, c'était notre devoir aussi dans la mesure où ils le souhaitaient, de les ramener. Ça n'a pas été obligatoirement facile, je pense, parce que les Chinois, eux, restent là-bas, et donc donner l'impression que les étrangers fuient n'est pas non plus facile sur le plan diplomatique. Je pense que la France a eu raison de le faire, comme les États-Unis, le Japon et les autres. Le maire de Carry-la-Rouelle déplore qu'il n'ait pas été prévenu par les autorités. C'est une voie un peu normale. Il l'a appris par la presse, dit-il, quoi. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais est-ce que dans ces conditions, c'est vrai que si on donnait des informations trop vite, je vais profiter de votre question pour répondre sur une chose, pour évoquer une chose. Moi, je pense que il faudra, je crois, demain, avoir une réunion
beaucoup plus forte entre les maires, et en particulier les maires des grandes villes, et le ministère de la Santé. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune urgence, mais je pense qu'il faut réfléchir. Quand je vois la responsabilité du maire de Wuhan, là, je veux dire qu'on n'est pas obligatoirement préparé. Je pense que les maires des grandes villes ne sont pas obligatoirement préparés. Dans le monde et en France aussi, quoi. Oui, non, mais moi je me souviens, à Toulouse, lorsque, par exemple, j'ai dû faire face à l'explosion AZF. Il y avait quand même des dizaines de milliers de gens qui ont été blessés, en tout cas 8500 personnes qui sont rentrées dans les hôpitaux et les cliniques, une panique généralisée, des gens qui croyaient 10 jours après le 11 septembre à New York, qu'il y avait un attentat. Enfin, tout ça se gère, et je pense que c'est bien aussi dans un grand pays occidental d'avoir ces réflexions entre les élus locaux et le ministère de la Santé, qui est le seul, évidemment, qui est en responsabilité par rapport à ces problèmes. Et là, vous avez dit qu'on a fait beaucoup de progrès, mais il y aurait encore à faire, une réflexion. Oui, je pense qu'il y a une réflexion à mener, mais générale. C'est vrai aux États-Unis, avec le maire de New York, avec le maire de Paris, avec les maires de grandes villes. Je pense que c'est important de considérer les maires comme des acteurs de santé publique aussi. Oui. Bon, vous avez vu cette campagne « Je ne suis pas un virus ». Il y a eu, on l'évoquait tout à l'heure, la peur en fait des Asiatiques, ce racisme entre guillemets qui arrive. C'est pas du racisme. Non, je ne pense pas d'abord que ce soit du tout du racisme. Deuxièmement, il faut faire évidemment une différence énorme entre ceux qui rentrent de Chine, et on peut comprendre que quelqu'un qui tousse et qui rentre de Chine, n'importe qui, il faut rester avec du bon sens, c'est pas du racisme. Bon, mais après, évidemment, il ne faut pas que certains en profitent pour faire du racisme, ça serait une catastrophe. Enfin, c'est effrayant, c'est inadmissible. C'est sûr et quasiment certain, il n'y a pas d'épidémie en France, là, pour l'instant. Non, mais ça, écoutez-moi, en médecine, c'est pas comme la médecine, il faut rester très humble. Donc, au moment où on parle, on sait que ce virus se propage assez rapidement, il n'a pas un taux de létalité important, mais il faut attendre. Vous avez parlé des mairies. Édouard Philippe, candidat à la mairie du Havre, on l'apprend ce matin, tout en étant Premier ministre, c'est compatible, ça ? Édouard Philippe, il a eu une phrase extrêmement forte. Il a dit « On ne peut pas faire de politique si on n'est pas légitimé par le suffrage universel ». Et je trouve qu'il a raison. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas mal aussi mais il a déjà beaucoup à faire aussi avec la France quand même, non, mais là, c'est sur une campagne. Là, je crois que c'est dans 15 jours ou dans 3 semaines. Bon, donc on peut pas quand même dire aussi qu'il va tout arrêter. Oui, dans 1 mois et demi. Donc non, je pense que c'est très bien. En plus, il est extrêmement, pour le connaître, il est extrêmement attaché à sa ville. Je trouve que c'est très bien aussi. Moi, j'ai été maire pendant une vingtaine d'années. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui veut s'impliquer dans l'élection municipale. C'est la fameuse déconnexion, et donc il faut se reconnecter avec le terrain, et ça passe justement par ça. Se reconnecter et surtout se légitimer. Parce que je crois que c'est extrêmement important. Le suffrage universel, c'est quelque chose de majeur. Mais dites-moi s'il est battu, Édouard Philippe, au Havre, lors de cette élection. Il devra en tirer les conséquences. Ça, c'est lui, ça le regarde. Ah bah oui, mais à lui c'est ce que et au vous avez président dit. de la République. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez courageux quand vous êtes Premier ministre de dire, mais très bien, puisque on me conteste beaucoup. J'entends beaucoup depuis longtemps, depuis quelques jours, qu'il n'y a pas de démocratie en France. Je suis extrêmement choqué par ça. La démocratie, c'est le peuple français. Vous savez où il est, le peuple français ? Vous croyez qu'il est dans la rue, le peuple français ? Non. Le peuple français, c'est le Parlement. Voilà. Et il y a plus de mètres carrés aujourd'hui dans le monde qui sont en dictature qu'en démocratie. Alors, si M. Martinez ou M. Mélenchon, je sais pas, veulent se présenter aux élections présidentielles, formidable, je les respecte. Qu'ils y aillent, ils verront, on verra combien ils font. Mais ne me faites pas croire qu'il n'y a pas de démocratie en France. Je trouve ça scandaleux et très grave d'ailleurs. Philippe Douste-Blazy, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Vous parliez du président Macron au festival de la BD à Angoulême, qui s'est vu remettre, vous le savez, un t-shirt par le dessinateur Jules, sur lequel il y a stipulé LBD 2020. Vous imaginez bien que cette photo, forcément, a créé de la polémique dans les rangs des Gilets jaunes. Est-ce qu'il fallait accepter de poser avec ce t-shirt ? Est-ce que c'est un dérapage, ou est-ce qu'il aurait dû s'abstenir ? Non, mais d'abord, je ne vais pas entraîner de la polémique à la polémique, parce que je trouve que c'est vraiment pas le sujet en France aujourd'hui. La conclusion, c'est qu'en réalité, lorsqu'on a certaines responsabilités, il faut surtout éviter tout problème de photos, tout problème... Donc il aurait dû éviter, quoi. Non, mais j'ai aucune leçon à donner au président de la République, puisqu'il est président de la République, donc je ne me permettrai pas de le faire. Mais simplement, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les polémiques, la dérision, le fait d'abîmer en permanence les élites politiques, il ne faut pas s'y prêter, mais aussi c'est extrêmement grave. Parce que plus il y a un climat de dérision vis-à-vis de l'élite politique,
moins les jeunes votent, mais par contre, plus les extrêmes votent. Et ça peut être très grave dans la prochaine présidentielle. Oui. Un dernier mot, les Anglais quittent l'Europe ce soir. C'est triste, oui. C'est très triste. C'est très triste parce que d'abord, ce sont des amis. Oui. C'est pas les mêmes que nous. On n'a pas la même culture. Ils resteront amis quand même. Hein. Oui, mais on travaillait très très bien avec eux. Ils vont passer des moments difficiles sur le plan économique. Oui. Nous allons passer aussi des moments plus difficiles sur le plan économique. Et attention, parce que je ne sais pas quel est leur plan, mais il faudrait pas non plus qu'il n'ait plus aucune limite fiscale, par exemple. C'est pas Singapour, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est la 3e puissance nucléaire du monde. C'est une très grande armée, c'est une très grande diplomatie. Donc attention, pour l'avenir de l'Union européenne, c'est une très mauvaise nouvelle aujourd'hui. Merci Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé et fondateur d'Unit Life, d'être venu ce matin sur Sud Radio. L'Angleterre, les Anglais, on va quand même les retrouver. On va les battre, j'espère. On va sur le terrain. Sur le terrain. Et on sera dans un quart d'heure maintenant, dans un petit quart d'heure avec Daniel Herrero, notre consultant évidemment mythique, formidable, Radio, parce France-Angleterre, ce sera à suivre dimanche après-midi sur Sud Radio. Bonjour, restez, vous allez la voir effectivement tout à l'heure. Ce sera avec François Trio aussi, évidemment, ce week-end. C'est ça, restez avec nous, 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Avec Carrefour.